Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau mardi des Bernardins consacré ce soir à l'avenir de l'environnement après Copenhague. En décembre dernier, les attentes vis-à-vis du sommet de Copenhague étaient considérables, véritable alerte médiatique retentissant dans le monde entier. Ce sommet a révélé la place occupée par la question du réchauffement climatique dans les opinions publiques et aussi, bien sûr, sur l'agenda international. Près de 120 chefs d'État se sont retrouvés dans la capitale danoise et même si ces rencontres se sont conclues par un accord non juridiquement contraignant, des lignes de force se sont clairement exprimées. Elles esquissent déjà une recomposition géopolitique pour le XXIe siècle, un siècle structuré par l'adaptation des sociétés à la crise écologique. Sans doute faut-il également dire aux crises écologiques. Nous le verrons durant ces 52 minutes, la question environnementale porte en elle presque tous les problèmes du développement mondial. Autre question de taille posée à nos invités, les préoccupations liées au réchauffement climatique n'ont-elles pas occulté à Copenhague d'autres grands problèmes environnementaux? Alors avant de donner la parole à mes 4 invités, je vous les présente tout de suite. Laurent Stefanini, bonsoir. Vous êtes ambassadeur délégué à l'environnement et je signale aux téléspectateurs de KTO que vous avez contribué à l'ouvrage Benoît XVI, encyclique L'amour dans la vérité, coédité par le Collège des Bernardins et Parole et Silence, contribution à travers laquelle vous proposez une réflexion sur l'environnement et le développement durable dans Caritas in Veritate. À vos côtés, Vincent Courtillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris et vous êtes également professeur de géophysique à l'Université Paris Diderot. Votre dernier ouvrage, Nouveau voyage au centre de la Terre, est paru très récemment aux éditions Odile Jacob. Jean-Paul Bout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la stratégie du groupe EDF et également directeur de la prospective et des relations internationales. Vous êtes membre du comité d'orientation de la chaire développement durable de l'école polytechnique. Enfin, Patrice Ernu. Bonsoir. Vous êtes docteur en mathématiques et en économie appliquée et vous êtes également le créateur et le président du réseau France Bleu, un réseau de réflexion sur le net et évidemment sur l'environnement. Alors, je vous propose à tous les 4 de commencer ce soir par un tour de table. J'aimerais que vous nous disiez chacun dans votre domaine quel a été votre regard sur le sommet de Copenhague et surtout quelles sont selon vous les perspectives ouvertes. Laurent Stefanini, on commence par je commence étant le diplomate de la table. On devrait peut-être commencer par les scientifiques avant de commencer par la politique publique. Bon, il y a eu un accord à Copenhague, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, après 2 ans de négociations assez intenses, mais on est quand même relativement satisfait de ce résultat. Comme vous l'avez dit, 120 chefs d'État et de gouvernement, c'était la première fois qu'il y en avait autant réunis au même endroit. 45 000 participants, c'est pas rien, c'est vraiment une conférence d'une ampleur exceptionnelle, ce qui prouve au moins la mobilisation sur ce sujet qui nous occupe ce soir. Alors il faut voir un petit peu en 2 mots d'où l'on vient. On vient d'une convention internationale qui a une participation universelle, qui a été signée à Rio en 1992, la Convention sur la lutte contre le changement climatique, qui vise à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser en quelque sorte le climat au XXIe siècle, compte tenu d'une inquiétude face aux émissions d'origine humaine, d'origine industrielle, pas seulement industrielle, également en termes de transport ou domestique. Mais ensuite, il faut mettre en œuvre ça. Et alors, la voie dans laquelle nous nous étions engagés depuis la fin des années 90, avec en particulier le protocole de Kyoto, était une voie qui faisait reposer uniquement sur les pays industrialisés développés, c'est-à-dire les pays de l'OCDE, la charge de réduire leurs émissions. Et ce que l'on a cherché à transformer, et on y est quand même relativement parvenu dans l'accord de Copenhague, même s'il n'est pas juridiquement contraignant, c'est à rééquilibrer sur l'ensemble des pays du monde la charge de cette réduction des émissions sur lesquelles on reviendra. Et donc pour moi, le grand acquis de Copenhague, c'est cet engagement
collectif qu'il faudra ensuite décliner dans l'année qui vient, et on va s'y employer dès maintenant. On l'a déjà fait, mais alors surtout à partir du mois de mars, on aura une réunion à Paris sur la forêt tropicale le 11 mars, à l'initiative du président de la République. Et donc nous avons réparti en quelque sorte de manière un peu plus égale la charge de cet engagement, de cette action à mener, puisque évidemment nous ne sommes plus du tout aujourd'hui dans la même situation qu'en 1992. Rapidement, en 1992, 80% des émissions de gaz à effet de serre venaient des pays de l'OCDE, 20% seulement de la Chine, de l'Inde, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 50% qui vient des pays du Sud. Donc c'est un acquis important pour nous, cette espèce d'universalisation du problème et de l'action publique. J'y reviendrai un petit peu plus en détail peut-être tout à l'heure. Vincent Courtillot. Oui, moi, c'est au problème scientifique de l'évolution du climat qu'avec un certain nombre de collègues, je me suis attaqué. Donc, comme Copenhague n'est pas en soi un colloque scientifique, j'ai pas énormément de choses à dire de Copenhague en tant que scientifique. Ce que je peux dire et que beaucoup de gens savent désormais, c'est que la plupart de ceux qui se sont rendus à Copenhague partageaient, et on peut le comprendre, l'analyse largement majoritaire du fameux GIEC, le groupement intergouvernemental d'études du climat, sur lequel on reviendra peut-être, et que le groupe dont je fais partie, après avoir pendant longtemps adhéré à la vision du GIEC, s'est aperçu depuis 4 ou 5 ans, à notre avis, et tout scientifique peut se tromper à tout moment, que beaucoup des bases fondamentales du GIEC étaient probablement inexactes, que le réchauffement climatique était beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait, que les incertitudes dans ce que disent les gens du GIEC sont bien plus grandes que ce qu'ils pensent quand ils annoncent des résultats à 90%, ce qui veut dire qu'ils sont presque sûrs. Nous pensons qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui, dans cette science très jeune et complexe qu'est la climatologie, la possibilité d'être sûr à ce degré-là. Et même, nous pensons que c'est le Soleil qui est le déterminant principal de l'évolution climatique et qu'il est possible que le réchauffement climatique, qui, je le rappelle, s'est arrêté depuis 10 ans, la plus chaude année a été 1998. Tous les maximums, toutes les moyennes, tous les minimums de température globale depuis 10 ans diminuent, légèrement, mais ils diminuent. Et nous le comprenons car le Soleil, depuis 10 ans, a changé de fonctionnement. Il s'est mis à diminuer, alors que le gaz carbonique continue à être émis plus encore qu'avant. Donc nous trouvons très difficile de maintenir cette explication du gaz carbonique qui ne marche pas bien. Le Soleil apparaît de plus en plus comme un candidat raisonnable de ces évolutions. Et si c'est vrai, les physiciens du Soleil nous disent que le Soleil est probablement rentré pour 10 ou 20 ans dans un mode légèrement décroissant d'activité. Donc si on avait des prédictions à faire, mais je me garderais de faire des prédictions, surtout avec le degré de certitude qu'affirme le GIEC, c'est plutôt vers une stabilisation, une décroissance des températures pour les 20 années qui viennent que nous penserions. Et donc, le résultat, c'est que Copenhague, mais cette fois-ci, je ne parle plus comme scientifique, je parle comme citoyen, nous étions un certain nombre à en avoir annoncé ce que, avec peut-être pas assez de diplomatie, je juge être fondamentalement un échec pour ce qu'attendait la majorité de ceux qui s'y sont rendus, et un échec qui était prévisible dans la mesure où on pourra l'argumenter. Il me semble impensable, impossible que la Chine et l'Inde, qui chacune ont plus d'1 milliard d'habitants, acceptent dans les décennies qui viennent de ralentir leur consommation des énergies majoritaires aujourd'hui qui sont à base de carbone, que les États-Unis, qui voudront dire qu'ils aimeraient faire bien, ne feront rien parce que face à la Chine et à l'Inde, ils auraient peur d'attenter à la compétitivité de leur pays, et que je crains, comme on l'a vu à Copenhague, que l'Europe se retrouve bien seule pour essayer de faire quelque chose que je pense en plus, hélas, bien inutile. Alors continuons le tour de table avec Jean-Paul Bout. Oui, écoutez, donc moi avec quelques autres personnes, effectivement, j'ai eu la chance, mais en même temps, parfois l'angoisse de participer à la conférence de Copenhague. Non, au fond, peut-être les 2 ou 3 choses qui me semblent importantes, c'est peut-être d'abord qu'effectivement, on n'est pas sorti à Copenhague avec un accord du type Kyoto. Type Kyoto, c'est-à-dire des engagements, comme le disait l'ambassadeur juste avant moi, avec des engagements en termes d'émissions de CO2 pour chaque pays à l'horizon 2020 ou à l'horizon 2030. Et on n'est pas sorti non plus avec ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité entre les États, c'est-à-dire que si un État n'arrive pas à atteindre son objectif en 2020,
il peut acheter des permis d'émission à un autre État qui lui aurait fait mieux, et donc on ne sort pas avec un marché international des permis d'émission de CO2, et donc une valeur du CO2 à moyen long terme qui permettrait d'orienter les choix, en particulier des industriels. Parce qu'il faut voir que pour, au fond, les électriciens, les énergéticiens, on y reviendra tout à l'heure, on a déjà un certain nombre de technologies, mais évidemment, on a besoin d'avoir des politiques publiques, des signaux à long terme qui nous permettent de faire des choix d'investissement qui sont effectivement nécessaires. Mais d'un autre point de vue, et c'est là où il y a un petit peu de dialectique, ça c'est le côté peut-être moins satisfaisant, mais le côté plus satisfaisant, c'est qu'effectivement, à Kyoto, les seuls à s'engager, c'était les Européens et quelques autres pays comme le Canada, le Japon. Là, on a un engagement de l'ensemble des pays, a priori, on verra si tout ça se réalise, y compris la Chine, y compris les États-Unis, y compris le Brésil. Alors ce ne sont pas des engagements sur des volumes d'émissions à l'horizon 2020, ce sont des engagements sur ce qu'on appelle dans le jargon des négociations internationales des politiques et mesures ou des politiques publiques. Alors pour faire savant, on fait un peu d'anglais, donc ça s'appelle NAMAS, Nationally Appropriate Mitigation Actions. C'est l'acronyme utilisé dans ces négociations. Donc ce sont des politiques publiques, par exemple, faire de l'économie d'énergie à Shanghai ou à Pékin, avec une politique ambitieuse d'isolation des logements, c'est une politique publique. Développer 2 fois plus d'éoliennes, c'est une politique publique. Faire 2 fois plus de centrales nucléaires, c'est aussi une politique publique. Donc les États vont devoir s'engager à 15 ou 20 ans sur des politiques publiques qui permettent de réduire les émissions de CO2. Et j'arrête là-dessus. Donc c'est pas parfait, mais c'est tout de même intéressant. Et c'est là que pour le monde de l'entreprise, le monde de ceux qui sont engagés dans ces discussions, eh ben, ça veut dire qu'on rentre dans le dur. C'est le moment de parler beaucoup plus concrètement de ce qu'on peut faire justement pour réconcilier enjeux climatiques, enjeux d'économie des ressources, et en même temps capacité à quand même maintenir une croissance économique, le développement, le souci de la pauvreté. Donc sur la base de quelle technologie, pas trop cher, peut-on produire de l'électricité, peut-on rendre un certain nombre de services en évitant d'avoir des impacts sur l'environnement. Et donc je pense que c'est le moment de commencer à travailler sérieusement. Patrice Erny. Oui, on a déjà abordé beaucoup d'éléments. Je crois que ce qui caractérise essentiellement l'époque actuelle, c'est que nous sommes passés globalement d'une économie où la valeur fondamentale, la rareté était le travail, à une économie où ce qui fait la valeur, c'est le carbone fossile, comme le carbone vivant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et personnellement, j'attends de ces grandes rencontres internationales qu'elles mettent à la disposition des acteurs, quels qu'ils soient, des outils qui progressivement imposent sur la scène internationale une valeur de référence au carbone. Alors, je ne partage pas trop l'optimisme sur les mécanismes de Kyoto, et un des problèmes de Copenhague, c'est qu'au fond, je crois que la communauté internationale s'est engagée dans ce nouveau processus sans avoir fait le bilan des échecs du protocole de Kyoto. On fait comme si tout avait bien marché. Or, la vérité, c'est que rien n'a fonctionné du protocole de Kyoto. Aucun des mécanismes de flexibilité dont il a été question, des marchés de quotas, ils ont plus ou moins fonctionné. Les mécanismes, par exemple, de transfert de technologie ont à peine concerné plus de 1,8% des émissions qu'il aurait fallu réguler. Enfin, je ne vais pas faire la longue litanie de l'ensemble de ces échecs. Et on s'est retrouvé à Copenhague avec ces seuls outils dont on n'a du coup pas parlé parce que l'échec est absolument patent. Et l'échec, c'est que ces systèmes n'ont pas permis de converger vers une valeur de référence du carbone. L'Europe, d'ailleurs, par son système de marché des quotas, a été un peu le marché directeur à l'échelle mondiale. En fait, l'Europe aurait voulu réguler son système par les prix. Ça n'a pas été possible parce que comme la France dispose de l'énergie nucléaire, les autres pays européens s'y sont opposés. Et donc, comme on peut mettre en place un système de quotas sans avoir à réformer la fiscalité de chacun des pays, c'était la solution de facilité. Et l'Europe s'est engagée sur un système des quotas.
Or, ce système des quotas a abouti à autant de toxicité que l'ensemble des mécanismes financiers. Il a été affecté par toute une série de fraudes. Encore 24 heures, on a vu des quotas de registre disparaître parce que les banques ont été hackées. Il y a eu la fraude TVA, TVA au carrousel, les windfall, enfin toute une série. Bref, ces systèmes de quotas dont dans toute la littérature européenne on s'émerveille, ne fonctionnent absolument pas. Il n'y a d'ailleurs aucun pays à l'échelon international qui a envie de le reprendre. Les Américains vont vraisemblablement aller vers un autre système. Donc je crois que c'est le premier problème, c'est qu'il n'y a pas eu de bilan des outils qui fonctionnent depuis Kyoto. Deuxième problème, je serai beaucoup plus bref, c'est le problème de la souveraineté de la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les États qui ont la signature, mais la négociation se passe dans un cadre, je dirais, onusien, qui de plus en plus apparaît comme totalement inadapté à ce type de négociation. Qu'on abordera, alors on abordera, voilà, donc je ne vais pas aller l'émission. plus loin. Et puis, évidemment, je ne vais pas développer, c'est le problème de la référence scientifique. Alors je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Vincent Courtillot, mais je pense en revanche que la problématique qu'il avance est légitime et que on ne peut pas, il faut absolument distinguer l'arbitrage politique de ce qui est la collecte de la vérité scientifique. Je pense que ce sont deux questions totalement différentes. Et même si je ne mets pas aussi radicalement en cause le travail du GIEC, parce que je distingue pour ma part le travail de collecte scientifique du rapport des décideurs qui a fait des 2 degrés centigrades le nouvel étalon or, ce que personnellement je conteste aussi, mais pas pour les mêmes raisons, eh bien, je pense qu'il y a effectivement, un problème. La science est une chose, elle progresse d'ailleurs. Si on regarde le GIEC 3 et le GIEC 4, eh bien, il y a des modifications relativement importantes. Par exemple, les gaz hexafluorés qui étaient dans nos bombes à raser étaient considérés comme attentatoires au climat dans le GIEC 3. Et dans le GIEC 4, on nous explique au contraire le fait de les avoir supprimés a contribué au réchauffement climatique. Comme quoi, il peut y avoir des avancées et que la science se trompe. Et que si je suis un des partisans du principe de précaution, il faut aussi être précautionneux par rapport à l'usage qu'on peut en faire. Et pour ma part, je ne vais pas développer cet aspect, mais je dénonce souvent ce que j'appelle l'unilatéralisme du CO2. Je pense qu'il faut combattre le CO2, mais je pense que du coup, on oublie beaucoup d'autres combats qui sont absolument indispensables. On va y revenir. Et je pense qu'on y reviendra. Cette idée, Vincent Courtillot, de désintoxiquer ce monde drogué au carbone, même si vous n'êtes pas d'accord avec les causes ou avec ce réchauffement dont on parle, c'est une idée qui vous convient tout de même. Il faut faire très attention au poids des mots. Je suis consterné qu'on ait pu, aux États-Unis, à un niveau très élevé d'une administration américaine, déterminer un texte réglementaire par lequel le gaz carbonique est considéré comme un polluant. Et dans votre terme désintoxiqué, il y a des choses que je trouve proches de ce terme de polluant. C'est l'excès, finalement. Vous savez, absolument, mais c'est là qu'est la différence. Les gens ont bien l'idée de ce que c'est qu'un polluant. Quand vous voyez dans un film déverser du pétrole dans une rivière du nord du Canada où on exploite des schistes bitumineux, quand vous voyez le mercure au large des côtes japonaises, quand vous voyez l'amiante dans un certain nombre de milieux, vous avez des polluants dangereux sans aucun doute. Quand vous avez le gaz carbonique, il faut savoir que sans gaz carbonique, la Terre est à moins 18 degrés Celsius, il n'y a pas de synthèse des plantes, vous n'êtes pas là. Et donc le gaz carbonique est le gaz de la vie. C'est un petit plus de gaz carbonique émis par l'homme dont on se demande s'il est embêtant ou pas, et moi je pense que non. Mais en tout cas, dire que c'est un polluant déjà est un problème. Mais pour revenir sur votre question et sur l'intervention précédente, dont en effet je partage une partie, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, et je trouve que c'est un mauvais travail d'explication. Alors, est-ce que c'est des politiques, des médias ou des scientifiques? Je dirais, commençons par ceux qui ont donné les avis, c'est-à-dire les scientifiques. Donc, je me retourne vers ma communauté, moi-même le cas échéant. Est-ce qu'on a été suffisamment clair? Je suis sûr que si on faisait dans la salle ici une enquête pour savoir quelle est l'échelle des causalités dans les problèmes de pollution d'environnement, vous croiriez une partie du langage qu'on entend dire par le GIEC qui est
le réchauffement climatique dû au gaz carbonique est la mère de toutes les pollutions. Et on en arrive à croire, quand on ne fait pas attention, que l'énorme problème de la démographie, l'immense problème de la recherche d'eau potable, pas tellement dans nos pays, mais pour d'autres pays du monde, la faim dans le monde, 1 milliard de personnes sont en dessous du seuil de la faim et de pauvreté depuis 2009, d'après les statistiques internationales. On nous dit que nous allons être 2 milliards de plus dans pas très longtemps et que nous serons 60% dans des villes. La production des déchets urbains est un gigantesque problème avéré d'ores et déjà. Et ce qui me sidère, c'est qu'il y a eu un colloque à Rome de la FAO sur la faim dans le monde il y a quelques mois, un colloque à Istanbul sur l'eau il y a quelques mois. Ces problèmes qui sont majeurs, immédiats, démontrés, sans aucune interrogation, est-ce que c'est possible, pas possible ? Eh bien, tout le monde poursuit un problème, point d'interrogation pour dans 100 ans, en allant regarder ailleurs que là où les problèmes sont. Et aucun des chefs d'État, aucun des médias, aucun des moyens qui s'étaient concentrés à Copenhague sur ce que je juge être un problème, sans aucune relation démontrée majeure avec les autres problèmes de l'environnement, on a délaissé des problèmes absolument majeurs. Et moi, je pense que là, il y a une question d'éthique et de politique. Et c'est en cela que je trouve qu'on se trompe de combat. Il y a de magnifiques combats écologiques qui sont très difficiles. Le réchauffement climatique est le moindre d'entre eux et n'est pas la cause des autres. Alors, restons tout de même 2 minutes sur ce combat-là. Le secteur de l'électricité se trouve face à une problématique. La demande d'électricité est croissante, est en croissance continue dans le monde, ce qui génère évidemment des émissions considérables de CO2, mais en même temps, il faut réduire ces émissions de moitié d'ici à 2050. Jean-Paul Boute, quels sont, selon vous, les leviers principaux pour répondre à cette question-là? Oui, si on considère que, nonobstant ce que vient de dire Vincent Courtillot, parmi effectivement ces 3, 4, 5 problèmes clés pour notre avenir dans les 50 ans ou les 100 ans qui viennent, l'évolution du climat est bien l'un d'entre eux. Et si je reviens sur les émissions de CO2 qui sont liées à l'activité humaine, je crois qu'on peut peut-être rappeler quelques éléments chiffrés en fait, pour fixer les idées. Les 2 sources principales de gaz à effet de serre sont d'un côté l'électricité, de l'autre côté la déforestation et l'utilisation des sols. Donc, comme je ne connais pas le second, mais qu'il est aussi très important, je vais plutôt développer le premier. Mais je pense que c'est vraiment les 2 points clés, chacun pour environ, disons, 25% des gaz à effet de serre pour l'électricité aujourd'hui, et probablement 20-25% pour, disons, l'augmentation des gaz à effet de serre liés à la déforestation et l'utilisation des sols. Si je viens sur le CO2, le gaz principal, 40% des émissions de CO2 liées à l'activité humaine et l'utilisation de l'énergie, 40% de ces émissions viennent du secteur électrique à l'échelle du monde. 20% pour le transport et le reste, l'industrie, l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, etc. Alors évidemment, quand on est en France, on pense d'abord au transport et aux bâtiments. Et ça, c'est parce que nous avons une électricité qui est faite à 95% à partir de nucléaire et d'hydraulique, donc qui n'émet pas d'émissions de CO2. À l'échelle mondiale, c'est 40%. Pourquoi ? Parce que 40% de l'électricité, c'est du charbon, 25% du gaz, 15% du nucléaire, 15% de l'hydraulique. Donc 2 tiers fossiles. Et quand vous produisez 1 kWh avec du charbon, c'est 1 kg, 1000 grammes ou 800 grammes de CO2 que vous émettez, 400 grammes, la moitié si vous faites ça avec du gaz, et quasiment rien si vous faites ça avec des renouvelables ou du nucléaire. Donc voilà les données du problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, le deuxième point, c'est que faire ? Et donc, si au fond, le secteur électrique, à certains égards, est à l'origine, ou une des origines du problème des émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'il peut aussi être un des éléments de la solution, au moins partielle, dans la mesure où, justement, l'électricité, c'est un vecteur énergétique. Donc, on a le choix de faire de l'électricité ou avec du charbon, avec du gaz, ou avec du nucléaire, ou avec de l'hydraulique, ou avec du photovoltaïque. Et donc, on a le choix de l'énergie primaire. Et donc, on peut essayer de choisir une énergie primaire qui n'émette pas trop de CO2 et, si possible, ne soit pas trop chère. Et coup de chance, effectivement, je pense que nous avons déjà aujourd'hui un certain nombre de technologies de production d'électricité et des technologies aussi pour réduire la demande d'électricité, donc d'économie d'énergie, qui permettent toutes les deux, ensemble, de diminuer de façon substantielle les choses. Et on peut vraiment faire la différence. Juste pour illustrer mon point, déjà aujourd'hui, avec ces technologies dont une partie existe, si je pense aux éoliennes, au nucléaire, à l'hydraulique pour les technologies de production, aux pompes à chaleur, si je pense à l'isolation des logements,
à l'induction, à la compression mécanique de la vapeur, si on veut faire un peu de technique, sur le plan des usages intelligents et économes de l'électricité, eh ben, on peut faire la différence. Si vous prenez Suède et France, vous avez 6 tonnes de CO2 par habitant. Si vous prenez l'Allemagne et le Danemark, vous avez 10 tonnes. Les 4 tonnes de différence, pour une large part, elles sont liées au fait qu'en Allemagne ou au Danemark, vous faites d'électricité avec 50% de charbon à peu près. 60. Ou 60, un peu plus même. Hein. Et par contre, Suède, 50%, 45% nucléaire, 45% hydraulique. La France, 80% nucléaire et 10 à 15% d'hydraulique. Donc vous voyez qu'on peut faire la différence. Et donc ça, c'est pour les 10-15 ans qui viennent. Et ce qu'il faut rajouter, c'est il y a un certain nombre de choses dans le pipeline, à un horizon plutôt, je dirais, de 15, 20, 30 ans, parce que les innovations sont majestueuses dans le secteur de l'électricité. Mais il y en a dans le pipeline. Dans le pipeline, c'est justement le photovoltaïque, c'est le véhicule électrique, c'est la capture-stockage du carbone. Et donc, on peut compter, c'est la génération 4 du nucléaire, qui permet d'utiliser jusqu'au bout, de brûler jusqu'au bout l'uranium. Et donc, je crois que si on sait mettre en œuvre, au fond, les politiques publiques qui permettent de déployer aujourd'hui, dans les 15 ans qui viennent, ces technologies qui sont matures, proches de la compétitivité que j'évoquais, et de mettre en place la recherche-développement nécessaire pour préparer celles dont je disais qu'elles sont dans le pipeline, pour qu'elles soient prêtes en 2030 ou en 2040, on a quelque chose d'y arriver. Point d'interrogation. Patrice Ernu, vous parliez tout à l'heure d'unilatéralisme du CO2. Alors peut-être vous avez déjà envie d'ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit. C'est très lié à ce que vient de dire Jean-Paul Bou. Ouais. Il disait, au fond, il y a 2 sources dans les dérèglements climatiques, en tout cas les émissions de CO2. C'est l'émission nette de dioxyde de carbone et la déforestation, les atteintes au sol, la culture, aux tourbes, etc. Je crois qu'en réalité, ces 2 facteurs ne sont pas du tout identiques. Or, justement, actuellement, on les considère comme identiques, et lorsque on mesure l'impact, moi je préfère parler de dérèglement climatique, plutôt que de réchauffement, j'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi, et on mesure l'impact de la déforestation à ce qu'on appelle le bilan carbone, c'est-à-dire, au fond, l'ensemble du carbone qui est compris dans l'arbre qu'on va abattre ou dans sa croissance si on l'avait laissé sur place. Or, je ne crois pas qu'on puisse estimer la valeur de la biosphère à son bilan carbone, et c'est ce que j'appelle l'unilatéralisme du CO2, parce qu'en réalité, quand on regarde, j'ai été un des acteurs de la préparation de Copenhague dans la session africaine, et quand on explique aux Africains que c'est le CO2 qui est le facteur du réchauffement, eh bien, et que donc il faut faire preuve d'une certaine justice climatique, eux parlent de solidarité parce que nous sommes dans le même bateau, mais ils nous expliquent que la déforestation et que les atteintes à la biodiversité précèdent le réchauffement et ne le suivent pas. Ça, c'est une donnée scientifique, ce n'est pas un discours de politique. Il y a d'ailleurs un rapport commun de la NASA et du CNRS sur, par exemple, les forêts du Kilimandjaro, où on montre que les neiges du Kilimandjaro ont fondu parce qu'on a déforesté une région qui est grande comme la France autour. Les glaciers du Tibet qui vont provoquer des guerres de l'eau et qui ont d'ailleurs déjà commencé, fondent non pas à cause du réchauffement qui a été réel, mais c'est pas pour ça qu'ils fondent, mais tout simplement parce qu'on a brûlé la tourbe et que les poussières, conjuguées à la déforestation de la région, provoquent la fonte des glaciers. Alors, pour faire court, moi je dirais, je dis souvent que quand on regarde, et il faut lire les livres de Leroy-Ladurie, d'un certain nombre d'auteurs dont je considère qu'ils sont des scientifiques, on constate que dans le passé, les périodes de réchauffement, elles avaient été bénéfiques pour l'humanité. Ça, c'est absolument indéniable. La dernière, d'ailleurs, c'est celle de ce qu'on appelle l'optimum médiéval, de 900 à 1200, 1300. Et c'est lorsque le refroidissement s'est mis en place que nous avons connu les famines, les disettes, et la population de l'actuelle France, qui était de 20 millions d'habitants,
a descendu en l'espace de 40 ans à 6 à 7 millions. Ça, c'est le produit du réchauffement, du refroidissement, ça n'est pas le produit du réchauffement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous avons depuis, effectivement, 1860, nous sommes sortis du petit âge glaciaire, donc au départ pour des raisons tout à fait naturelles, ensuite peut-être avec une accélération, mais peut-être pour d'autres raisons. Eh bien, qu'est-ce qui fait que ce réchauffement, cette fois-ci, est mauvais pour l'homme? Eh bien, à mon avis, c'est parce que nous attaquons la biosphère. Et à partir du moment où nous attaquons la biosphère, effectivement, le carbone émis en excès ne peut plus trouver à se fixer. Et le surplus reste dans l'atmosphère, c'est une éponge à eau, ça délave les sols. Il y a une partie qui va se dissoudre dans les océans et qui va l'acidifier, ce qui va détruire le plancton et freiner la photosynthèse. Et par conséquent, je dirais, tout le système naturel de la biosphère qui normalement fixe ce carbone ne peut plus le fixer. Et c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer. Lutter contre les émissions de carbone, c'est bien, et c'est même indispensable, puisque l'Europe, notamment, est dans une situation de dépendance carbone. Donc, de toute façon, on a intérêt à lutter contre, notre dépendance carbone, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Mais si on fait cela sans, dans le même temps, stopper la déforestation, sans, dans le même temps, arrêter les atteintes diverses à la nature, eh bien, je crois que ce combat n'aura pas les résultats escomptés. Et je dirais simplement que si les thèses de Vincent Courtillot étaient exactes, bon, je ne pense pas du tout que c'est à cause du soleil. Le soleil a une influence, mais les cycles sont courts, on va rentrer dans cette discussion. En fait, les grands cycles du climat, c'est le cycle de Milankovitch qui fait 156 200 ans, dont nous sortons, et par conséquent, il y a 1 million d'années que ce cycle est stable, et extrêmement stable, comme les carottes glaciaires le font apparaître. Je dis simplement que, inexorablement, nous allons entrer dans une période qui va durer 20 000 ans et qui nous ramènera progressivement à une nouvelle ère glaciaire. C'est inscrit évidemment dans les statistiques passées. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que si jamais nous avions les atteintes à la biodiversité que nous avons aujourd'hui dans un refroidissement, ça serait bien pire que dans un réchauffement. Les dégâts, et les difficultés, les maladies, les problèmes que nous allons, encourir seraient considérables. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie souvent d'expliquer que une des priorités parallèles à celle du CO2, c'est de maintenir la capacité globale de notre biosphère. On va peut-être laisser répondre Vincent Courtillot, ensuite Laurent Stefanini sur ce... Alors, je voudrais quand même intervenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites par les... J'ai parlé en premier, mais il y a longtemps. D'abord, on a beaucoup besoin de la science. C'est-à-dire que moi, je travaille pour des politiques qui sont élus sur des mandats de quelques mois. Je suis moi-même ambassadeur environnement pour 3 ans. Après, je ferai autre chose. Je m'occuperai de désarmement ou de... Et donc, tout ça, on est bien conscient que ça a un coût. Ça a un coût ça a un coût financier, ça a un coût politique. Et donc, on ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, on a vraiment besoin de la science. Et il est clair qu'il y a eu depuis 20 ans une sorte de montée en puissance du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est intergouvernemental, mais qui, dans mon esprit, je ne suis pas un scientifique, est surtout un réseau d'ensemble de scientifiques très hétérogènes, certains bons, d'autres mauvais, certains du nord, d'autres du sud, et bref. Je ne peux que recommander le maximum de voix, y compris les voix dissonantes par rapport à, je dirais, une pensée unique, et qui sont certainement très respectables et peut-être fondées scientifiquement. Je ne suis pas du tout en mesure de dire que c'est M. Pachauri ou c'est M. Courtillot qui a raison. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait... C'est pas simple. J'ai conscience qu'on manque d'archives, que les interactions des phénomènes sont extrêmement difficiles à évaluer, mais il est sûr qu'ensuite, ça a pour les politiques
ça amène à devoir faire un certain nombre de choix. Je voulais dire deuxièmement, et on y reviendra peut-être dans une seconde partie de notre soirée, que c'est vrai, depuis quelques mois, le climat a tout, la lutte contre le changement climatique a tout effacé, mais qu'on s'occupe énormément de sécurité alimentaire. Sommet de Rome, nous y étions à haut niveau, que le Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Istanbul, la délégation française était une des plus importantes, d'ailleurs pas simplement des fonctionnaires, mais également la société civile, les entreprises, et que d'ailleurs nous accueillerons à Marseille en 2012 le prochain Forum mondial de l'eau. Donc c'est dire si pour nous c'est essentiel de traiter de l'eau. Et alors évidemment il y a un volet changement climatique quand on parle d'eau, d'alimentation en eau, mais qu'il y a un volet qui n'a rien à voir avec le changement climatique, qui tient à l'adduction d'eau, aux techniques, à la gouvernance locale, etc. Donc ça, on s'en occupe et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si je peux simplement conclure cette petite intervention, le mérite de cette grande sensibilisation des derniers mois, c'est qu'au moins ça a conduit à réfléchir et à agir un peu différemment, y compris des grands émergents qui étaient peut-être encore plus que nous, peu soucieux de ressources rares, énergétiques ou autres. Ça les a conduits quand même à un petit peu plus de circonspection. Et en cela, c'est quand même dans une planète aux ressources finies, et alors qu'il y a la croissance démographique et la volonté de se développer que vous avez mentionné tous, ça a quand même sa vertu. Il nous reste 15 minutes d'émission, donc je donne tout de suite la parole à Vincent Courtillot qui va certainement répondre à Patrice Hernu. Merci beaucoup. Chacune de nos interventions est minutée et riche, et donc je vais juste prendre des petits éléments, et je peux absolument pas, et aucun d'entre nous ne peut répondre à tout ce qu'il aimerait commenter des collègues. Donc de ce que Patrice Hernu a dit et dont je partage une partie importante, je voudrais juste apporter un éclairage un peu différent. Il a préféré dire dérèglement climatique plutôt que réchauffement climatique. L'un et l'autre s'utilisent. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'il n'est pas démontré qu'il y a ni réchauffement, ou réchauffement probablement, mais surtout pas dérèglement. Et donc, je pense que le terme de dérèglement est probablement encore plus risqué que le terme de réchauffement. Pourquoi ? Patrice Hernu a cité à juste titre les travaux remarquables de Leroy-Ladurie. Et ces travaux sont en train d'être confirmés au cours des derniers mois par des articles scientifiques importants qui n'étaient pas disponibles au moment de la rédaction du dernier rapport du GIEC, qui montrent de façon désormais croissante que 2 des affirmations antérieures des rapports précédents du GIEC sont inexactes, et je pense que le prochain rapport le reconnaîtra, avec des voix, comme vous l'avez dit, M. Stefanini, qui sont des voix qui doivent être diverses. Il est désormais établi qu'au cours des 1500 dernières années, il a 5 fois fait aussi chaud ou plus chaud qu'aujourd'hui. Et il est établi que, alors qu'on a dit que jamais la température ne s'était réchauffée aussi vite qu'au cours des dernières décennies, avec des données nouvelles de M. Moberg, de M. Grut, dont je peux vous donner les références dans des journaux comme Nature, les plus grands journaux scientifiques, eh bien, ça apparaît inexact. C'était une erreur d'analyse des données antérieures, et des données meilleures, comme toujours en science, font avancer les choses. Donc, les 2 affirmations, il n'a jamais fait aussi chaud et ça ne s'est jamais réchauffé aussi vite, sont toutes les 2 désormais considérées comme fausses. Et qui plus est, ce cycle du Soleil de 1000 ans, il commence à être bien connu, avec un autre optimum climatique du temps des Romains, et on est en train de mettre en évidence un optimum en l'an -1000. Donc, on est en train de découvrir des choses qu'on ne savait pas. Ce qui est normal, c'est un cycle de 1000 ans. Et le réchauffement climatique des 150 dernières années, c'est tout simplement la sortie du dernier cycle froid, dont M. Hernu a eu raison de dire que, et Leroy-Ladurie insiste là-dessus, les périodes froides, en général, sont beaucoup plus mauvaises pour nos cultures. Il faudrait voir si les moscovites et les gens du Sahel réagissent de la même façon. C'est une autre chose. Le changement climatique dépend de l'endroit où vous êtes. Mais donc, voilà le premier point que je voulais faire. Le second, c'était la participation au GIEC. Vous dites que vous souhaitez que des gens comme moi participent au GIEC. La mémoire est parfois un peu courte. Je voudrais rappeler que pour dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, j'ai été traité de menteur, de fraudeur et d'incompétent par Le Figaro, Le Monde et Libération il y a 3 ans, que les articles que nous publions jusqu'à il y a quelques mois étaient interdits de revue dans la plupart des journaux scientifiques, que beaucoup de scientifiques qui commencent à oser parler, qui étaient membres du GIEC et dont certains par humour signent prix Nobel, mais qui étaient en désaccord total avec les conclusions finales du GIEC, en ont pour certains été exclus ou ont dû en démissionner. Il a donc régné une atmosphère qui n'est pas de nature scientifique, mais que de nature quasiment dogmatique et sectaire à l'intérieur de ce groupe. On peut d'ailleurs, ça sera à mon avis un sujet d'étude de sciences humaines et sociales,
général de sociologie ou d'histoire des sciences dans les années à venir très intéressant. Ce débat qui aurait dû rester scientifique ne l'était plus. Il est en train de le redevenir. Et depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, dans tous les pays du monde, pas seulement en France, on commence à écouter des voix qui sont dissonantes ou dissemblables. Et donc jamais je ne dirais que ce que je vous propose, j'en suis sûr à 90%, parce que je sais combien il a été faux et dangereux pour le camp opposé, de dire qu'il était sûr de lui à 90% quand il ne pouvait pas l'être. Donc je pense que ce que vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, c'est il faudrait désormais un peu de tolérance et de diversité dans cette approche des problèmes scientifiques. Le GIEC n'a eu ni tolérance ni diversité. Alors, vous voulez Oui, intervenir? peut-être juste un mot, non pas pour entamer une controverse avec Vincent Courtillot, parce que j'en serais bien incapable. Ma discipline, c'est les mathématiques appliquées, c'est l'économie. Ça n'est pas les sciences du climat. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas traverser les frontières scientifiques sans faire... Mais sans, votre sans, discipline sans est essentielle comme outil pour la climatologie. Je sais, c'est pour ça que j'ai essayé tout de même de travailler pour me faire une conviction raisonnée, mais je pense que ça n'est pas ma légitimité de l'exprimer ici. Par contre, juste simplement, parce que comme d'autres climatologues, comme Hervé Letreux, Joseph, etc., ne sont pas autour de la table pour entamer cette discussion avec Vincent Courtillot, je vais juste apporter un témoignage, simplement pour enrichir le débat, et pour dire que moi, tel que je l'ai vécu, représentant l'industrie depuis 10 ou 15 ans et travaillant avec un certain nombre de collègues pour essayer de trouver des solutions, de tenir compte de ces questions liées à l'évolution du climat, en les resituant aussi, d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au problème de l'eau, au problème de la pauvreté, etc., qui sont évidemment aussi importants. Ce que j'ai constaté, parce que j'ai eu la chance, y compris étant à EDF, d'avoir un directeur de la recherche, et je voudrais lui rendre hommage parce qu'il nous a quitté il n'y a pas très longtemps, Paul Cazot, membre de l'Académie des technologies, qui, il y a 15 ans, a compris, parmi d'autres, que cette question était une question clé, sans préjuger de son importance, et donc a mis au travail un certain nombre de spécialistes de thermodynamique que nous avons à EDF pour les mettre avec les météorologues, avec le laboratoire de météorologie dynamique, au travail pour essayer de contribuer finalement à l'évolution de la science sur ces questions. Et je dois dire que c'est cette communauté-là, pour EDF, pour d'autres industries, qui a été au contact de plus en plus, effectivement, de la communauté scientifique, dont un certain nombre travaillent dans le cadre du GIEC. Et je crois vraiment, moi personnellement, ce que j'ai vu de l'extérieur donc de cette communauté, c'est une vraie différence commencer à se produire il y a 4-5 ans, avec progressivement, bien sûr toujours des incertitudes, mais une convergence de vues sur le fait que on ne sait pas tout, on va continuer à apprendre plein de choses, mais cette question est tout de même une question majeure dont il va falloir tenir compte dans les temps qui viennent. Et ça, pour moi, je l'ai vu de manière complètement claire. Effectivement, ça n'était pas une conférence scientifique, mais avec ces gens-là, parce que, vous savez, ces conférences comme Copenhague, en fait, il y a à la fois des négociateurs, mais il y a aussi des scientifiques, il y a aussi le monde du business, il y a plusieurs conférences en une seule. Et donc, à Montréal, en 2005, l'équivalent de Copenhague, mais il y a 4 ans, je pense, là, il y a eu un certain nombre d'expressions extrêmement claires du monde de business, parce que les patrons de la recherche, d'entreprises comme EDF ou d'autres, au contact des chercheurs, s'étaient progressivement fait une conviction raisonnée, se disant, là, effectivement, il va falloir en tenir compte. Et je dirais que j'ai eu exactement la même expérience, puisque je suis responsable des affaires internationales, dans les discussions que j'ai pu avoir depuis 4-5 ans avec nos amis chinois, indiens, brésiliens, où effectivement une partie de la communauté scientifique, qui continue à débattre de l'impact de tout ça, de mon point de vue, considère qu'effectivement, cette question est majeure. Et donc, pour moi, les questions, elles sont bien sûr, il faut continuer à travailler là-dessus, comme on le disait tout à l'heure, pour en voir et mesurer l'importance. Mais une bonne partie des questions sont davantage sur, effectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme argent là-dedans. Jusqu'où on est prêt. Donc, c'est bien, effectivement, comment articuler traitement de ce dérèglement climatique, mais aussi problème de la pauvreté, maintien de la croissance économique, inégalité entre les pays, problème de l'eau. Et donc, comment on essaye effectivement de faire le mieux possible pour articuler ces différentes priorités. Alors, Laurent Stefanini, je sais que selon vous, il nous reste très peu de temps. Il y a une nécessité d'aborder cette question environnementale de manière plus globale, en y intégrant d'autres grands sujets. Et le grand sujet à venir, et qui est déjà là d'ailleurs, c'est ce sujet de la biodiversité dont Patrice Hernu a parlé. Tout à fait, je voulais dire que si on traite de la forêt tropicale, par exemple de la forêt tropicale du bassin du Congo, et si la première réunion qui aura lieu à Paris le 11 mars
sera consacré aux forêts tropicales. C'est pas simplement parce qu'on pense à la forêt comme réservoir de carbone, c'est d'abord et avant tout parce qu'on y pense comme réservoir de biodiversité, comme écosystème indispensable, je dirais. Or, les 3 grands bassins de forêts tropicales, amazoniens, congolais et d'Asie du Sud-Est, sont également très menacés. Et donc, il nous paraît... la forêt boréale canadienne. Et toutes les forêts sont utiles. Mais enfin, on s'est un petit peu concentré, surtout à la lumière de notre expérience, parce que nous sommes un grand pays forestier, on s'est quand même beaucoup concentré sur les forêts tropicales, mais d'abord et avant tout comme réservoir de biodiversité. Je voulais simplement signaler que effectivement, la négociation climat ne doit pas cacher les autres négociations et que nous sommes cette année 2010 dans l'année internationale de la biodiversité, que dans le domaine des océans, dans le domaine de la création d'un mécanisme scientifique qu'alors on va plus pouvoir appeler le GIEC de la biodiversité, parce qu'après ce qu'on nous a dit ce soir, on va trouver un autre nom. Un autre système, c'est exactement ça. C'est pas une question de nom, mais enfin, par résumé, souvent on disait le GIEC de la biodiversité, parce qu'au fond, on avait une certaine confiance dans le GIEC, qu'on continue à avoir, mais enfin, il faut que ce soit le plus large possible et que ça permette d'intégrer le maximum d'opinions diverses. Alors nous n'aurons pas le temps de développer le sujet de la gouvernance, mais j'aimerais bien tout de même l'aborder un petit peu avec vous, Patrice Ernu. Vous m'avez parlé d'un Bretton Woods, de l'environnement à mener, à mettre en place dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette idée-là? Bon, très rapidement, puisque le temps nous est compté. Je pense qu'effectivement, le processus onusien n'est pas adapté à la négociation des grands enjeux, parce que, comme ça a été dit d'ailleurs par chacun, notre période est celle de la résurgence de la géographie et des grands enjeux géostratégiques, et il n'est pas pensable qu'on mette dans le même poids, la puissance américaine et la puissance asiatique avec des îles, par exemple, même si c'est très important, qui font moins de 100 000 habitants. Et d'ailleurs, un des symptômes, c'est que dans la négociation finale, dans la dernière nuit, il faut savoir, par exemple, qu'aucun pays de l'Europe n'était présent dans la salle, même si à la télévision, on nous a montré différents ministres et autres sortir d'une salle où ils n'étaient pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un nouvel équilibre, dans le monde. Et je pense, personnellement, pour une régionalisation du système onusien, de telle manière que par grande région mondiale, les pays soient contraints de se mettre au préalable d'accord. Mais ce que je veux surtout dire quand je parle de Bretton Woods du carbone, je pense à autre chose. Je pense que les enjeux climatiques, mais au sens large, bon, je ne vais pas revenir sur la discussion, bien que ça le mériterait, sont tels qu'aucun objectif contraignant ne parviendra jamais à résoudre le problème. Parce que si ces objectifs ne sont pas respectés, l'ONU ne dispose pas d'une armée pour aller contraindre, ceux qui ne respectent pas. Tout à l'heure, de manière un peu impolie, je parlais de la forêt canadienne, mais comme on sait que l'Arctique est en train de fondre, donc il va y avoir de nouvelles routes du pétrole, le Canada déforeste toute la forêt boréale pour hâter la fonte de l'Arctique sur la voie du Sud, parce qu'actuellement, c'est la voie russe qui est en train de s'ouvrir. Donc on pourrait développer ces choses-là, ce qui prouve d'ailleurs que les Canadiens ne croient pas exactement aux conclusions du GIEC, mais qu'ils savent très bien qu'en déforestant, on fait fondre, la banquise. Et ils le savent. Et évidemment. Elle était fondue en l'an 1000 et les deux passages du nord-ouest et du nord-est étaient déjà ouverts au temps des Vikings. Voilà, bon. Enfin, c'est un autre débat. J'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais oui, c'est un débat d'une grande complexité. C'est certain. Alors, moi, ma pensée, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui veulent réguler la quantité, en disant il faut limiter, etc., etc. Et puis d'autre côté, vous avez pour les acteurs ceux qui veulent réguler par les prix. Or, dans un système économique, on ne peut pas sur un même marché réguler à la fois par la quantité et par les prix. Il faut choisir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Conseil constitutionnel a retoqué la taxe carbone, qui est une régulation par le prix, parce que c'est incompatible avec le système des quotas, qui est une régulation par la quantité. Le seul dispositif qui permet de concilier les deux, c'est la monnaie. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je milite pour l'intégration comme monnaie de réserve d'un certain nombre d'actifs fossiles, de les transformer en certificats monétaires en permettant aux pays auxquels on demande de ne pas utiliser ces ressources,
de les utiliser comme contrepartie monétaire. Ce n'est d'ailleurs pas une idée si nouvelle, puisque John Maynard Keynes et Pierre Mendès France on avait déjà discuté le principe lors du Bretton Woods. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça le Bretton Woods du carbone. Mais enfin, je pense qu'il faudrait en parler beaucoup plus. C'est une idée. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que je pense qu'il faut que la logique du marché et de la valeur de référence du carbone soit poussée le plus loin possible pour que, je dirais, la négociation sur des objectifs contraignants ne porte que sur les aspects que le marché ne peut pas parvenir à réguler, parce que je ne pense pas les objectifs géopolitiques, on signe et puis on revient en arrière, tandis qu'à partir du moment où on a des actifs qui ont une valeur sur un marché, là c'est véritablement contraignant. Et on s'achemine tout de même, pour terminer, Laurent Stefanini, vers cette idée de création d'une organisation mondiale de l'environnement aujourd'hui. Il est clair qu'on a un problème de gouvernance. Enfin, on n'a pas tendance à jeter trop vite les Nations Unies quand même. D'abord parce qu'elles ont leur rôle, ensuite parce qu'elles sont universelles, c'est-à-dire que tous les pays de la planète en sont membres, que nous sommes un membre fondateur et que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, un nouveau système de gouvernance, nous avons quand même, à mon avis, plus à y perdre qu'à y gagner. Je propose de le réformer. Ça. Voilà. Vous avez 30 secondes d'émission, alors Stéphanie. Ceci dit, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une évolution dans ce que nous proposions. On proposait une organisation des Nations Unies pour l'environnement, et depuis l'été dernier, le président de la République a utilisé un autre terme d'organisation mondiale de l'environnement, avec une gouvernance certainement très, très différente de celle classique de l'immédiate après-guerre. Merci Laurent Stefanini d'avoir été aussi ponctuel. Les 52 minutes sont déjà écoulées, ça va très vite. La semaine prochaine, nos invités se retrouveront autour d'un thème très différent avec Christian de Cacré. On parlera d'humanisme et de cinéma contemporain. Bonsoir et merci.